Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Séquence, votre podcast sur l'art du décryptage du scénario. Tel Robin, qui est accueilli par Batman. Salut Robin. Salut Maxence. Bonjour à tous, salut David. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Oh bah écoute, super. Je fais une petite aparté vite fait pour remercier nos auditeurs et auditrices qui sont de plus en plus nombreux à suivre le podcast. On a très bon retour de gens qui sont et des professionnels et des amateurs éclairés. Donc ça, c'est plutôt vraiment top. On va attaquer directement. Qu'est-ce que t'en dis ? Tout à fait, accueillons Steven Mitz. Alors, salut Steven, tu vas bien ? Salut David, salut. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que tu étais vraiment très très pris. Oui, mais ça me fait plaisir. Écoute, c'est sympathique, c'est toujours agréable. C'est un métier assez solitaire, parfois. Je suis dans une phase de solitude et d'écriture. Et donc, c'est toujours agréable d'échanger, de pouvoir échanger avec vous. Voilà quoi. Bon, bah trop bien. J'en profite pour remercier Apolline, qui est l'attachée de presse du film Le Fil, ainsi que Simon chez Zinc, qui est le distributeur du film Le Fil, dont on va pas mal parler aujourd'hui avec toi. Je fais une petite récapitulation. Un petit récapitulatif de la structure de ce podcast. Le premier acte, on va s'intéresser à tes débuts et à ton inspiration, d'où viennent tes idées et tout ça. Le deuxième acte sera dédié à ta méthodologie de travail, tes tips, tes trucs et astuces qui vont nous servir à nous, de manière très égoïste, mais surtout aux gens qui nous écoutent. Et le troisième acte, ça sera sur toute la partie à côté, mais ô combien passionnante, qui sont les contrats, les agents, l'argent, etc., les options et tout ça. On va attaquer dans le vif du sujet. Je vais laisser juste Maxence te présenter en quelques mots. Ouais, bah écoute, aujourd'hui on est ravis de t'accueillir, Steven. Et moi aussi, Maxence. Je suis ravi de vous voir. Eh bien, avec plaisir. Donc surtout en ce moment, pour toi, la grosse actualité, c'est que tu as un film qui est dans les salles qui s'appelle Le Fil, qui a été coécrit avec Daniel Auteuil, réalisé par Daniel Auteuil également. Et qui, on peut dire, est couronné de succès, puisqu'on arrive aux 700 000, on est sûrement déjà dépassé, 700 000 spectateurs. Pas encore, on y est presque. On est vraiment presque. Ouais. Voilà, donc on a hâte de partager avec toi, justement, et de découvrir ton parcours. Ok. Eh ben justement, on va attaquer directement dans le cœur du sujet avec l'acte 1. Justement, c'est quoi ta rencontre avec l'écriture ? Ma rencontre avec l'écriture, en fait, c'est
Un changement un changement de voie professionnelle, je faisais pas ça, mais je rêvais de faire ça. Et puis autour de moi, j'avais personne qui pouvait vraiment m'aiguiller quand j'étais gosse, parce que ma famille vient pas de ça, et que je crois qu'on a tous, enfin les parents de la génération, les gens de la génération de mes parents avaient peur un petit peu des métiers artistiques. Mes parents voulaient vraiment, enfin désiraient que je fasse ce que eux n'ont pas vraiment pu faire, donc des études, devenir avocat, médecin, un truc comme ça, quoi. Profession libérale, ils disaient. On est tous tellement déceptifs pour nos parents, en fait. Au départ. Ouais, c'est vraiment. Heureusement, en fait, moi j'ai pu me venger parce que j'ai une petite sœur qui est une super avocate. Donc, elle a pu occuper ce poste pour moi, ce qui m'a laissé le loisir donc d'étudier. Je viens des vêtements, moi en fait, j'ai fait des vêtements à la base. Parce que parce que ça s'est présenté à moi à cette époque-là et que j'avais très très envie de faire un métier artistique. Je rêvais de faire du cinéma, mais comme je vous disais, pour moi, je savais même pas par où commencer. Personne ne pouvait vraiment me guider là-dedans. Et puis en fait, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été styliste pour une marque. Je dessinais beaucoup, donc ça faisait sens pour moi à ce moment-là de gagner sa vie en dessinant sans non plus faire, je sais pas, de la peinture ou quelque chose qui me paraissait encore trop abstrait, quoi. Et puis après quoi, en fait, malgré moi, j'ai rencontré des gens qui bossaient dans le cinéma avec qui on est devenus très potes. Parce que en fait on était passionnés du même truc, donc sauf qu'eux avaient fait des études de ciné, donc ils ont pu me raconter un petit peu ce qu'ils avaient fait. Certains n'en avaient pas fait d'ailleurs, mais en gros je me suis rendu compte, j'ai appris à ce moment-là que moi qui rêvais d'être réalisateur plutôt, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à écrire, puisque souvent en France c'est mieux de savoir écrire ce que tu vas tourner. C'est mieux de porter un projet de A à Z, ça marche plutôt comme ça en France. Et donc du coup, en fait, à ce moment-là, j'étais pas très heureux dans ma vie de styliste parce que j'avais l'impression, vous savez, à 25, 27 ans, on se dit, mais est-ce que je vais partir sur 40 ans de ça? J'avais des doutes là-dessus, j'avais des petits flips. Et donc en gros, j'ai tout revendu pour prendre j'avais une marque de costumes sur mesure, j'ai eu ça. Et donc j'ai tout revendu avec mon associé de l'époque et j'ai travaillé sur un tournage, j'ai tapé un peu à toutes les portes de gens au 3e degré que je connaissais et j'ai trouvé un taf dans le cinéma qui m'a permis en fait d'avoir un peu de sous, donc d'avoir le statut d'intermittent pendant un an. Tu faisais quoi ? J'ai été assistant polyvalent sur ce film. J'ai été assistant polyvalent sur un film. J'ai tout fait, quoi. Vraiment de la régie, 3e assistant mise en scène. J'ai travaillé aussi sur l'audit de la boîte à ce moment-là. Enfin, vraiment 1000 trucs. C'était sur un film qui s'appelait La Grande. Ah, je me souviens plus. Merde. C'était un remake d'un film canadien qui s'appelait, je ne sais plus comment. Bref, je retrouverai ça. C'était produit par Jamel Ben Salah à l'époque. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai eu l'intermittence. Plus j'ai gagné un petit peu de sous en revendant ma boîte. Donc du coup, je me suis dit, j'ai un an pour tout apprendre. Et mes potes qui faisaient du ciné, eux avaient leur truc. Ils pouvaient pas vraiment placer un junior à ce moment-là. Donc moi, il fallait vraiment, enfin surtout que je ne savais rien. Donc pendant un an, j'ai un peu fait mon apprentissage tout seul en lisant tout ce que je pouvais sur la dramaturgie. Et comme je passais mon temps à voir des films, tout s'est aligné dans ma tête très très rapidement. Après quoi, j'ai écrit un premier film, un long métrage avec une amie à l'époque qui voulait faire comme moi, mais qui était déjà réalisatrice de pubs et de clips. Et donc, on allait le proposer à une productrice que je connaissais vaguement, enfin qui était une pote de pote de pote. Et elle m'a dit non, n'importe quoi, ça coûte trop cher, c'est bien mais c'est n'importe quoi. En revanche, là on fait un petit film Canal, on a besoin de scénariser une espèce de court-métrage pour lancer la nouvelle saison, est-ce que ça t'intéresse? Parce que malgré tout je vois des qualités d'écriture, enfin elle avait trouvé des trucs pas mal. Donc moi je lui ai dit bah oui évidemment, ça a commencé comme ça, j'ai fait ça. Puis après cette même productrice m'a proposé de faire, il y avait un format qui s'est créé à l'époque, qui était une espèce de format court, c'était des séries en 10 fois 10 minutes. Et donc, il y avait des appels d'offres. Elle m'a proposé C'était pas Black Pills qui faisait ça à l'époque? Alors, Black Pills, c'était le concurrent de... Moi, c'était Studio Plus. D'accord, oui, tout à fait. C'était le même concept. C'était Black Pills et Studio Plus. Black Pills, c'était une entité qui a été lancée
par je ne sais plus qui, mais chapeauté par Xavier Niel. Et Studio Plus, c'était la version Canal+. Et donc, ils voulaient un peu révolutionner quelque chose avec ce format. Moi, je croyais pas de dingue au format, pour être honnête, mais je me suis dit, c'est une opportunité et je vais l'écrire comme un long métrage. Et toutes les 10 minutes, il y aura un rebondissement fort, quoi. Et donc, voilà, j'ai fait un 10x10 qui m'a permis d'avoir un agent, qui m'a présenté quelqu'un d'autre pour un projet. Et puis, voilà, c'était lancé, quoi. T'étais sur quel pitch, justement, sur ce 10x10 ? Sur ce 10x10, je me souviens, ma productrice m'avait montré une photo. Elle avait plutôt des moods d'atmosphère, parce que c'est quelqu'un qui faisait plutôt de l'habillage télé et de la pub parfois aussi. Son associé faisait de la pub, et donc du coup, il m'avait montré une photo de mood sur une jeune femme qui skatait pieds nus à Los Angeles. Et donc, en gros, il fallait que je trouve un petit peu quoi raconter là-dessus. Et comme moi, j'aimais toujours d'ailleurs les films coming of age, j'ai sorti une histoire de premier amour, première amitié, première passion, sur une jeune femme qui va découvrir la scène californienne, enfin banlieue californienne de skate, et qui va s'enticher d'un mec un peu violent et toxique, et qui va, pour l'aider, essayer de remporter une compétition de skate, alors qu'elle est plutôt freestyle, elle n'est pas très... voilà, mais elle va apprendre tout ça, mais sauf qu'en fait, très rapidement, ce mec-là va devenir son ennemi, en fait, au sein de cette compétition. Donc ça racontait tout ça, c'était léger, mais c'était mignon, quoi. Donc j'étais assez content de cette première expérience, c'était sympathique, ça a été tourné aux États-Unis. Surtout, je l'ai écrit, il y avait des problématiques de temps, de timing qui étaient complètement cinglées, donc j'ai écrit ça, je sais pas, en 3 mois, quoi, à peu près. Le premier jet en 3 mois, et puis après, je sais pas, mars après, ça tournait, ou je sais plus, c'est mars ou avril, ça tournait, donc c'était complètement fou. Parce qu'on avait des budgets en fait alloués au projet dès le début, quoi. Tu signais, tu savais que tu avais entre 500 000 et 1 million à peu près pour produire 10 fois 10 minutes, quoi. Donc ça a commencé comme ça, voilà. Ok. Aujourd'hui, tu dirais que ça devient comment l'inspiration ? C'est quelque chose que tu vas gratter, ou alors naturellement tu arrives à venir avec des idées ? Il y a plusieurs choses, en fait, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le sujet. Moi, je rentre jamais sur un film si je sens que j'ai rien à dire sur le sujet du film. Donc, du moins, j'essaye. Parfois, ça m'est déjà arrivé d'entrer sur un truc et de me dire ah non, en fait, ça marche pas trop. Mais en tout cas, moi, j'essaye vraiment d'amener, d'avoir une valeur ajoutée au projet, quoi. Vraiment, c'est ça l'idée. Donc, il y a déjà un désir au départ et un point de vue, voilà. En amont, et puis après, moi, je me documente beaucoup. J'essaye de toujours faire une phase de documentation où je vois des films, je lis des choses, je lis de la presse, je prends des notes, je rencontre des gens aussi. Et à partir de ça, après, je trouve un angle. Une fois que j'ai cette proposition, et après, c'est de la technique aussi, c'est de se challenger, de discuter avec, quand on a un co-auteur, ou en tout cas de poser des plans, de se dire mais si il se passait ci, mais si il se passait ça, trouver des bons rebondissements, trouver aussi une manière de challenger les personnages, parce que le personnage a toujours une faiblesse, et c'est comment on le met face à ce miroir-là aussi. Comment on le met dans des situations face à des obstacles qui vont appuyer sur ses ses faiblesses, sur ses manques, sur ses carences. Donc voilà, hein, finalement, un film, c'est toujours l'histoire d'un personnage qui évolue d'un point A à un point B. Donc, je dis des grandes la palissade là, mais malgré tout, c'est toujours... Il y a un principe auquel je reviens souvent. Parfois, on peut aller dans tous les sens, mais moi, j'aime bien revenir à la logique de enjeu-obstacle, quoi. Il a un enjeu, il a un obstacle, il a un désir, il a un besoin. Et puis après, mais ça, c'est toujours... Voilà, des espèces de modèles archétypaux pour plaquer les premières versions, et puis après on donne de la vie, on donne du corps, on pose des fondations, et après on fait la décoration d'une certaine manière. Tu disais que tu avais lu pas mal de bouquins de méthodologie. Tu as lu lesquels, ou alors est-ce que du coup finalement tu les as déjà presque oubliés ? Non, j'avais un an pour les lire, donc franchement je les ai quasi tous lus. J'ai lu, vous qui connaissez bien le sujet, j'ai lu La dramaturgie de Lavandier. J'ai fait l'erreur de commencer par Truby,
Et Truby, il te met dans des limbes pas possibles lorsque tu écris un premier truc. Moi, j'ai commencé en me disant ah tiens, il a des exercices pratiques, cool, ça va me permettre de tester mon idée, parce que voilà, je développais cette idée de long en même temps que j'apprenais. Et ce fameux truc que j'ai déposé à la première productrice et qui m'a dit pas du tout, mais et donc en gros voilà, j'ai prouvé un peu sa méthode, mais ça m'a mis dans des limbes pas possibles, pour être honnête. Je pense que Truby, c'est bien pour réécrire plus que pour écrire. Parce que à un moment ça devient très programmatique et puis on en oublie, en fait. Il y a tellement de schémas, il y a 22 mouvements dans l'idée de Truby, c'est des scénarios en 22 mouvements, et je trouve que c'est très embrouillant, alors qu'en réalité j'ai trouvé des outils plus intéressants après. Donc oui, effectivement, j'ai lu McKee, Story de McKee, j'ai lu Lavandier, j'ai lu les Linda Seger qui sont très, très intéressants. C'est, je sais pas, comment ça s'appelait, comment faire d'un bon scénario un scénario formidable, je crois que c'est. Je crois que, enfin, vous le connaissez. Tout à fait. Voilà, c'est un classique en même temps. Et celui qui faisait parfaitement la synthèse de tout ça pour moi, c'était Save the Cat de Blake Snyder. Mais en fait, je trouve que c'est la meilleure méthode. C'est une méthode dont je me sers encore aujourd'hui pour quand je commence à travailler sur un film, je cherche toujours les premiers pivots dramatiques. Et je calque la méthode de notre ami Blake Snyder, qui est la plus synthétique, qui est la plus intelligente pour moi. Et surtout, je crois que ça tient à une chose. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais pour moi, ça tient au fait que, en fait, Blake Snyder, c'est un mec qui a déjà vendu des scénars. Contrairement à tous les autres qui sont des théoriciens purs, qui sont des théoriciens brillants. Mais il manque quelque chose, un petit supplément d'âme, je trouve, par rapport à Blake Snyder, qui lui vraiment a un rapport au métier et à l'industrie qui est différent. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est le plus... En tout cas, moi, c'est celui qui m'a le plus parlé. Et c'est le bon pour consolider et construire. Et puis après, à partir de ça, tu peux lire les autres qui viennent, en complément du premier. Pour moi, hein, c'est très personnel après. Et puis après, il y a ton instinct aussi. Il y a le nombre de... Moi, ce qui m'a le plus appris, en réalité, il y a 2 expériences. J'ai oublié de vous dire aussi, pendant l'année où j'ai revendu ma boîte et que je me suis fait mon apprentissage, j'étais lecteur chez Orange Studio. Tu passais ta journée à aller voir passer, à les lire et à faire des notes de lecture. Exactement. Donc, j'en lisais à l'appel. Et donc, à force de lire, et sachant que j'étais complètement obsessionnel du cinéma depuis que je suis gosse, donc j'en ai vu des tonnes des films, donc tu apprends des concepts, et puis d'un coup, en fait, tout fait sens parce que en fait, ces concepts te sont familiers dans la mesure où tu as vu beaucoup de films, en fait. Donc, tu sais, tu vois les similitudes. Quand on t'explique qu'il y a des similitudes entre les films, narratives, tu les vois tout de suite, puisque d'un coup, tu as 1000... moi, je me souviens d'un truc un peu de l'ordre de l'épiphanie, parce que d'un coup, j'avais 1000 exemples en tête qui apparaissaient, pap, comme ça, et tout me paraissait assez clair, en fait. Alors après, quand tu viens à la pratique, c'est une autre paire de manches, mais en tout cas, sur la théorie, ça m'a beaucoup plu. Tu aurais tendance à dire qu'on t'approche plus avec une idée, ça peut être genre juste un pitch très bref, ou alors que tu vas pousser plus tes idées à toi, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de plus? Ouais, je dirais que c'est plutôt 60-40. Je dirais qu'on m'approche à 60% avec des idées, et qu'à 40%, ou peut-être même à 30%, c'est en majorité des idées ou des sujets qu'on m'amène. Ou alors parfois on m'amène un sujet, effectivement, je brode à partir de ce sujet. Enfin, j'invente quelque chose à partir de ce sujet, mais c'est moi qui ai les mains dedans. Mais ça dépend, en fait, ça dépend. Parfois, il y a des choses qui me tiennent à cœur, parfois moins. Parfois, je crois que c'est un truc qui est vrai, en tout cas pour pas mal de scénaristes que je connais. Moi, c'est mon seul gagne-pain, donc j'ai toujours besoin d'un projet un peu plus porté marché, on va dire, pour me permettre de vivre. Et à côté de ça, il faut que je fasse un projet un peu plus du cœur. Donc voilà, j'essaye toujours de garder à peu près cet équilibre. Et parfois, l'année dernière, j'ai fait que des projets qui étaient... j'ai fait un truc très cœur, un long métrage marché, mais que j'ai adoré, qui était Le Fil. Et à côté de ça, j'ai travaillé sur une série Netflix qui s'est tournée cet été,
et qui arrive les prochains mois et qui était aussi un plaisir absolu. Donc vraiment, j'ai eu la chance l'année dernière de travailler sur que des choses qui m'amusaient, où j'avais des choses à raconter en plus. Donc c'était pratique. Quand tu étais lecteur chez Orange, quel était le ratio de scénarios que tu lisais, sur lequel tu disais ça, franchement, c'est mortel, et qui voyait vraiment le jour? Je dirais que Orange, à l'époque où je l'ai fait, c'était une grosse boîte. Enfin, ils finançaient sur beaucoup de choses. Je crois ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, même si entre-temps, ils ont développé OCS, je crois que c'est Orange, OCS, si je dis pas de Ouais, bêtises. tout à fait, OCS. Mais OCS a été racheté par Canal il y a quoi? Il y a moins d'un an, là, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, voilà. Je suis pas très au fait de ça, mais je sais à peu près dans les grandes lignes. En fait, ce qui est super, c'est qu'il y avait aussi des projets américains dans ce que je lisais. Donc, il y avait, je sais pas, par exemple, je me souviens que j'ai lu The Founder, qui existait avec Michael Keaton après. Attends, un de mes films préférés, j'adore. Ah, c'est vrai? Bah voilà. Bah, Ouais, je te jure, les gens chaque fois sont là en disant, mais personne ne le connaît, moi j'adore The Founder. Non, c'est un bon film. Enfin, oui, ouais, je crois Ouais. ça fait partie de ces, c'est un peu les derniers gros films américains qui étaient très exportables ici. Mais j'avais lu The Founder, donc avant de le voir tourner, j'avais lu un truc qui s'appelait Gold, qui a été tourné avec Matthew McConaughey aussi, Ouais. sur un chercheur d'or, qui était pas mal. En français, j'ai lu des trucs super aussi. Disons que j'ai lu peut-être que 60% des trucs, je dirais, ont existé après, de ce que j'ai lu. D'accord. Et sur lequel, tu vois, toi, t'avais donné un avis favorable en disant, ouais, carrément, ça c'est très bon, quoi. Ah bah c'était assez rare que je donne des mauvais avis, pour être honnête. C'est juste que je disais ça a aucun potentiel, mais c'est bien. Ou je disais, enfin, il y avait rien de nul. Si, j'ai lu quelques trucs. C'est ça, c'est en train de revenir là. Je le vois dans ton œil là. Si, il y avait vraiment de la merde en fait. Bah, il y a eu un peu de merde, ouais. Il y a eu un film, je ne cache pas, mais que je crois qu'il a existé en plus, mais au scénar c'était pénible. Un film de Benoît Jacot. Voilà, bon. J'ai un peu l'impression de tirer sur une ambulance, mais c'était vraiment pas bien. C'était vraiment pas bien. Et je sais pas, je crois que ça existait, mais ça m'avait semblé pénible parce que j'aime pas enfin, dans le film, c'était une nana, je me souviens que c'était l'histoire d'une nana qui était avec un grand réalisateur qui avait sa rétrospective, qui était entre les lignes lui-même. Et donc, il commençait sa rétrospective au Palais de Tokyo, et puis en fait, et au sommet de son art, il disait qu'il n'était pas mort, et je ne sais pas quoi, quelque chose de très lyrique, et puis en fait, il mourait peu de temps après, et c'était elle qui vivait avec son fantôme, et j'avais l'impression de voir un mauvais, ça m'a fait, je sais pas, geste à la Répulsion de Polanski, ou voilà, enfin ce genre de huis clos avec quelqu'un qui est pas très bien, qui est pas mal. Enfin voilà, j'avais pas trouvé ça très bien. Il y avait d'autres trucs que j'avais lu qui n'étaient pas terribles aussi. Et bref, mais c'était quand même majoritairement. J'avais lu le film le film Comment c'est loin de Orelsan et Gringe. Qui avait été tourné par quelqu'un qui s'appelait, je crois, Christophe Offenstein, je suis pas sûr, qui était chef aussi, il me semble. Bref, c'était vachement bien. C'était super, il y avait une proposition à part, c'était un film un peu, comment dire, c'était auteur et urbain à la fois. C'était très fidèle à ce qu'ils étaient eux. Il y avait même un pitch, c'était des mecs qui avaient 24 heures pour sortir un morceau, alors, ou sinon, en fait, leurs producteurs les lâchaient. Ils avaient a priori plus rien pour se lancer dans le rap. Je sais pas, c'est un très bon film. Il y en a eu plein des films comme ça, voilà. Je dirais qu'il y en a un bon 40% qui ont, à mon sens, je crois, hein, jamais vu le jour. Mais le reste qui ont été des super choses, quoi. Tu dirais que tu as des réalisateurs, des scénaristes, des films, des séries qui sont tout le temps pour toi des références sur lesquelles tu vas te baser quand tu écris? Oui, on parle de choses plutôt anciennes, cela dit. Ok. Après, en ce moment, par exemple, je suis un peu en retard, mais je suis en train de regarder La Fièvre de Eric Benzekri et je trouve ça dément. Je trouve ça super parce que je suis toujours assez fasciné par les séries qui arrivent à capter l'air du temps. C'était comme la première saison de White Lotus. Je trouve qu'il y avait des personnages hyper contemporains. Donc, effectivement, c'est resté. Enfin, ça revient même dans. J'ai coécrit un film l'année dernière qui s'est tourné cet été aussi,
une espèce de comédie noire satirique où franchement, on a essayé, pas de faire du White Lotus français, mais en tout cas, c'était un truc qu'on désirait faire, de garder cette tonalité hyper grinçante, où des gens se balançaient des trucs dans la gueule hyper violents, sans ciller, et créer donc du malaise. Cringe, ça veut dire grinçant, et donc voilà, enfin. Et qui s'appelle comment le film? Le film s'appelle Classe moyenne. D'accord, oui. Ouais. De Anthony Cordier, si je dis pas de bêtises. Anthony Cordier, oui, que j'ai eu la chance de coécrire avec Jean-Alain Laban, qui est un super scénariste et qui était romancier avant, et enfin qui est toujours romancier en fait. Et donc bref, on a écrit ce film ensemble. Anthony l'a récupéré et il en a fait une adaptation. Enfin, il a fait une passe avec sa co-scénariste qui s'appelle Julie Père. Ils ont fait un super boulot. Ils ont comblé toutes les petites choses qui fait qu'on n'y arrivait pas seul. Et tout a pris forme, et puis donc ils l'ont tourné. Enfin, Anthony l'a tourné cet été. J'ai eu la chance de passer sur le tournage, et franchement, j'adore le travail qu'ils ont fait d'adaptation. Ça n'a pas été des changements majeurs, mais c'était des petites choses, des petits loquets qui permettaient de rendre le film pas plus rond, mais plus compact, plus resserré sur l'intrigue. Mais il y a une tonalité, et puis oui, je pense que White Lotus n'y est pas pour rien, ou les films de Ruben Östlund d'une certaine manière, où voilà, où on est face à une forme d'absurdité, et puis aussi de rapports humains très conflictuels, tout en gardant une réflexion sur les classes sociales, quoi. Donc là, c'est typiquement un film de lutte des classes, et donc ça a été une référence. Après, bon, évidemment, je pense que comme tout scénariste, je peux vous parler des séries HBO. Voilà quoi. Pour moi, en fait, les séries, c'est tellement chronophage. Il faut vraiment que je regarde une série quand je sais que c'est hyper bien. J'arrive pas à me mater 8 heures d'affilée d'un truc complètement con. J'ai jamais réussi. Ou alors, il faut vraiment que ce soit brillant dans la légèreté, quoi. Ouais. Mais j'ai toujours besoin qu'il y ait un peu de fond quand même. Et donc bref, ouais, il y a les Sopranos, évidemment, The Wire, Six Feet Under, sachant que Sex and the City aussi, qui m'avait marqué, parce que je l'ai vu à l'époque, en fait, j'étais assez jeune, mais c'était génial d'avoir, je sais pas, 12, 13, 14 ans, et de pouvoir voir comment les femmes se parlaient véritablement. Ouais. Même s'il y a des archétypes qui ont mal vieilli de cette époque, je trouve. Mais voilà, moi, ça a vraiment été marquant pour moi, parce que il y avait voilà une forme de légèreté, mais de réalité à la fois, d'honnêteté, c'était progressiste, quoi, à l'époque, de voir des femmes aussi parler. C'est la première fois qu'on voyait des femmes sur un truc mainstream, de parler aussi librement de sexe, donc c'était hyper intéressant. Et donc oui, il y a eu ça, mais la première que je me suis pris dans la gueule, c'était Oz. Ça, j'adore. Ah ouais, je me tapais ça je me souviens, mon père avait le câble, et je regardais ça sur Série Club tard, en VO, sous-titré, et je me disais, mais waouh, tout est possible, quoi. C'était cette espèce de voilà, le quartier de haute sécurité, avec toutes les intrigues, la possibilité de tuer. Je me souviens que dans le pilote, il tue le héros, quoi, direct. Ouais. Donc vraiment, il y a quelque chose de fou, quoi. Et si je dis pas de bêtises, je crois que ça a été permis parce que HBO n'avait pas de page de publicité à l'intérieur de ces épisodes, et ce qui a permis à toute une génération de showrunners, en fait, de réinventer, en fait, la structure d'un épisode de série, quoi. Ce qui fait qu'on a eu Oz, on a eu The Shield, comme tu disais, les Sopranos et tout ça, ouais. Ouais, et Sex and the City. Vraiment, The Wire. Alors ça, c'était vraiment, ça m'a retourné, quoi. Mais disons qu'après, il y a pour moi, c'est la référence qui revient tout le temps, en tout cas quand j'écris de la comédie ou des choses un peu plus légères que le fil, c'est Billy Wilder, parce que pour moi, en fait, il fait des films parfaits. Je sais pas si vous avez déjà vu Ace in the Hole, qui s'appelle Le Gouffre aux Chimères en français. Pardon, excuse-moi, le titre en français, tu as dit Le Gouffre aux Chimères. Ça me dit rien du tout. C'est avec Kirk Douglas. C'est démentiel. C'est l'histoire d'un journaliste qui s'est fait virer de toutes les rédactions de New York parce que c'était un petit filou. Et donc, il n'avait pas forcément une grande éthique du journalisme. En tout cas, il était prêt à falsifier quelques petits
de travestir un petit peu la réalité pour la tordre un petit peu pour faire du sensationnel. Et puis en fait, il se retrouve déclassé dans un petit journal, une petite bourgade pourrie. Et puis en fait, cut, tu le reprends un an après. Ça, c'est vraiment les 5 premières minutes. Tu le reprends un an après. Et là, on l'envoie. Et là, en fait, au bout d'un an, il est complètement sardonique. Il en a marre, alors qu'il arrivait avec plein de bonne volonté. Et il apprend qu'il y a une espèce de vallée, enfin une grotte, pardon, où il y a un mec qui est un spéléologue, je crois, qui est retenu, en fait, qui est bloqué. Et il commence à couvrir le truc, et c'est comment il va en faire un événement national et retrouver son statut, avec la problématique de l'éthique du métier au milieu qui sous-tend l'intrigue. Qui est vraiment la thématique du film, qui est annoncée d'ailleurs dans un tableau au tout début du film. Enfin, bref, dans les films de Billy Wilder, dans certains films, pas tous, mais dans je sais pas, Double Indemnity, Sunset Boulevard, The Apartment et Some Like It Hot d'une manière, il y a quelque chose de l'ordre du parfait pour moi. Il y a une espèce de métrique incroyable. Il y a un sens de ce qu'on appelle préparation et paiement, enfin du payoff qui est extraordinaire. Donc j'ai plusieurs. C'est vrai que je vais vous dire les 3 qui reviennent tout le temps. Bon, je pense que c'est pas drôle de dire David Mamet en plus je suis pas inconditionnellement fan. J'aime bien Paul Schrader aussi, mais il y a ceux qui reviennent tout le temps. C'est vraiment Billy Wilder. Je dirais James L. Brooks. Ouais. Voilà, que j'aime terriblement. Et qui d'autres, peut-être en France, Dabadi, que je trouve extraordinaire. Voilà. Les films de Claude Sauté, d'Yves Robert, et puis le fait qu'il soit parolier, qu'il ait écrit des textes extraordinaires pour la musique. Je suis très très fan de Jean-Luc Dabadi et de son rapport à l'écriture. Voilà. Donc tu es plutôt sur sur des références qui vont des années 50 aux années, on va dire, fin des années 70. Qu'est-ce que tu trouves que tu arrives à réinjecter, toi, dans tes scripts, justement? Tu vois, de cette énergie-là qu'ils ont? Et quand tu prends Lubitsch ou Wilder, c'est extrêmement moderne déjà. Mais et il y a aussi un amour du cinéma, il y a aussi un amour de l'objet du cinéma, la distance avec le film. Il y a quelque chose de, je sais pas, d'un petit peu, je sais pas, c'est mon côté fétichiste quoi un peu. J'aime bien ces vieux films parce qu'ils sont très modernes et qu'ils pourraient, ils dépassent le cadre de leur époque, leur décennie et tout ça. Mais aussi, non, ça correspond à des premiers chocs esthétiques et des premiers chocs cinématographiques. Donc, je crois que je m'attache à ça. Et après, bon, James L. Brooks, c'est plus contemporain. Mais voilà, James L. Brooks, c'est plutôt pour ce qu'il arrive à dire de profond, d'extrêmement profond sur les personnages. Je trouve qu'il est centré sur les personnages d'une manière extraordinaire. J'adore ces personnages. C'est vraiment des personnages plus que tridimensionnels. Pour citer quelques films, je pense à Terms of Endearment, qui s'appelle Tendre Passion en français. Vous voyez ce film avec Jack Nicholson, Shirley MacLaine, il y a Danny DeVito qui a un petit rôle dedans, il y a plein de monde quoi. Il y a Broadcast News que j'aime beaucoup de lui aussi, mais même Spanglish avec Téa Leoni et Adam Sandler. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Je suis pas fanatique de tous ses films, mais il y a certains de ses films, il y a 3-4 films qu'il a fait dont je suis extrêmement fanatique. Et là, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement d'être super porté sur le personnage, quoi, d'avoir un personnage avec une intériorité. Comme Paul Schrader le disait, je sais plus, je crois que c'est Paul Schrader qui disait qu'il aimait les personnages pleins de contradictions, qui annonçaient quelque chose et qui faisaient tout l'inverse. Et moi aussi, c'est ce qui va m'intéresser. Paul Schrader, c'est pour la version, brute de décoffrage, avec des enjeux de vie ou de mort très marqués, on va dire. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Et exactement. Et puis James L. Brooks, ça va être pour plus justement les choses de la vie, les choses du quotidien, de la vie, les difficultés à s'aimer qu'on peut avoir à s'aimer, les contradictions dans l'amour, l'accomplissement, ces choses-là, quoi, ces questions.
Ah bah écoute, très bonne transition pour passer à l'acte 2 du podcast sur la méthodologie. Justement, on va un petit peu accentuer sur le fil qui est ta dernière grosse actu au moment où on enregistre. Toi, tu arrives à quel stade sur le projet? Est-ce qu'il y a juste un synopsis? Est-ce qu'il y a déjà une première version du traitement? Est-ce que c'est juste une idée qui flotte et Alors, rien de tout ça. Il y a en fait ma productrice une productrice avec qui j'avais déjà travaillé, avec qui on s'était vachement bien entendu. On avait écrit un film pour un acteur que je ne citerai pas, parce que bon bref, ce film n'a pas vu le jour et peut-être qu'il n'a pas envie qu'on en parle, j'en sais rien. Mais en tout cas, on avait écrit un film et cet acteur a eu énormément de succès, ce qui fait que on a dû abandonner ce film. Et donc on était un petit peu sur notre faim, on était un peu dégoûtés parce que c'est un film qui avait beaucoup d'esprit, on croit en tout cas, sans aucune prétention, nous on l'aimait vraiment bien. Et donc on était un peu dégoûtés de devoir laisser ce film à cause de l'acteur en question qui tournait beaucoup trop pour s'en occuper, qui devait réaliser, jouer, machin, voilà, qui n'était pas Daniel Auteuil. Et donc un jour, peut-être 6 mois après ça, ou 4 mois après, je sais plus, ma productrice m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai acheté les droits d'un bouquin. Et cette productrice, c'est Nelly Auteuil, qui travaille avec Hugo Gélin dans sa boîte qui s'appelle Zazie Film. Et Nelly, en fait, elle a une certaine connexion avec le droit, le monde judiciaire. Enfin, elle a étudié le droit. Il me semble qu'elle a son barreau, son mari est pénaliste. Donc, bref, elle lit les chroniques de Monsieur Mo, de Maître Mo, pardon, sur Twitter. Et puis, elle tombe sur le bouquin. Elle tombe amoureuse d'un des cas, c'est donc cet avocat qui raconte des cas à lui, et puis donc elle m'envoie le texte et elle me dit, écoute, est-ce que tu y vois une adaptation possible? Et moi, je trouve ça dément ce que je lis. Alors ça te raconte un cas, un procès. C'est un avocat qui raconte pas que des procès d'ailleurs, il raconte aussi des trucs de procédure. Chaque nouvelle est un cas. Et donc, je lis ce truc qui est un procès. Okay. Donc, pardon ? Oui, tout à fait, qui est sous forme de blog et qui a été très, très, très suivi, les chroniques de Maître Mo, ouais, qui est décédé il y a quelques années, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Exactement, ouais, il est mort, parti trop tôt. Je crois qu'il avait 53 ans. Et puis, c'était quelqu'un qui était acharné dans son métier, un degré de passion qu'il a peut-être rongé, j'en sais rien, mais en tout cas, il était très, très investi dans son métier. Et donc, ça se ressent dans les écrits. Et je prends connaissance de cette nouvelle. Je vois comment ça s'articule. Bon, c'est compliqué d'en sortir un film parce que j'ai une rencontre avec un gars, son ressenti du gars, un peu des 3 ans de procédure, un début de procès, une fin de procès avec une esquisse de réquisitoire pas vraiment une esquisse, mais un réquisitoire raconté et une plaidoirie aussi synthétisée. Et puis une chute. Et j'adore ce que je lis. Je me dis putain, waouh, cette chute, on dirait du David Mamet. C'est genre le truc que t'as pas vu venir, mais en même temps qui est là et qui est indéniable et qui est hyper organique. Et donc je suis enthousiaste. Et donc je rappelle Nelly et je lui dis écoute, elle me demande si je lui dis oui, j'ai adoré. J'y vois totalement un film. Elle me demande si j'ai un angle. Je commence à réfléchir à un angle et on se voit peu de temps après. Et je lui propose un angle. Elle est hyper d'accord. On est tous les deux d'accord. En fait, on est hyper enthousiastes. On avait pensé à la même chose, donc on est super contents. Et voilà, super. Ouais, franchement, à ce stade, ça va. Et donc, je commence à m'embarquer dans le film. Enfin, elle me dit ce serait pour Daniel Auteuil. Et Daniel voulait réaliser à ce moment-là. Il n'était pas question qu'il le joue. Et le film, on l'avait conçu comme un film d'apprentissage. Ou plutôt, à la place d'avoir c'est ça qu'on avait eu comme idée avec Lévi ensemble, c'était de se dire que c'était un film avec un jeune homme qui se retrouvait sur un procès qu'il dépassait complètement par rapport au moment où il en est dans sa carrière et qui faisait son galop d'essai, entre guillemets, avec ce procès qui allait lui apprendre le métier, ou peut-être l'en dégoûter, j'en sais rien, pas dévoiler. Mais c'était ça l'idée. Et donc, j'avance, je commence à avancer. Daniel n'est pas encore rentré en écriture à ce moment-là. Je pose une base, des fondations. Puis Daniel est très content quand il lit ça. Mais un petit truc, vraiment un petit truc avant que lui rentre vraiment en tant qu'auteur dessus. Et il trouve ça formidable. Et donc, très rapidement, il nous dit, bon, les gars, c'est pour moi, en fait.
c'est pour moi, je vais pas laisser un petit jeune le faire. Ça l'emmerde, voilà, de se dire qu'il va filmer un jeune loup, lui prendre un truc qu'il a très envie de faire, quoi. Et donc là, il s'investit à fond avec moi dans l'écriture. Et puis d'un coup, je veux passer du temps avec lui, on parle. Qu'est-ce que c'est que cet avocat qui a 70 ans? Puisque en fait, on peut pas s'inspirer. Enfin, on s'inspire un petit peu de ce qui est Maître Mo, mais c'est un autre personnage, quoi. C'est pas les mêmes logiques, c'est pas les mêmes. Mais on s'inspire d'un truc, c'est que Maître Mo, lui, il avait pour particularité de vraiment d'adorer son métier et donc d'avoir besoin d'aimer un petit peu, de presque tomber amoureux de ses clients. Pas de tomber amoureux, mais de comprendre vraiment leur intériorité profonde. De l'empathie, quoi, une sorte de super empathie avec un peu de bienveillance et. Exactement. C'est exactement ça. Et cette super empathie, en fait, on se dit, bah tiens, ça fait une particularité. C'est vraiment quand même particulier à cet avocat. Je dis pas que les avocats ne sont pas empathiques, mais lui, il l'est plus que les autres. Il a besoin, voilà, c'est comme quand on pense à un serial killer ou à un dictateur et on s'imagine nourrisson et puis on essaye de se retracer les causes sans les excuser jamais, mais au moins de comprendre, de trouver une forme de cohérence entre la première graine et la dernière, qui est un meurtre, un assassinat, voilà, un truc du genre. Et donc, du coup, on se dit, waouh, c'est assez bien, et puis on construit à partir de ça. On parle beaucoup avec Daniel, il se livre, je me livre aussi, parce que c'est ça qui est génial quand on coécrit un film avec quelqu'un, c'est que on se raconte beaucoup de choses, on défend des idées, des points de vue, sans arrêt, pour faire avancer une intrigue, donc on se raconte beaucoup de choses qu'on vient tirer de l'ordre de l'intime, quoi, enfin, qu'on vient raconter comme si presque on était avec un psy ou un ami très proche, donc ça rapproche très rapidement. Et on trouve, voilà, ce qui intéresse Daniel, qu'est-ce qu'un homme de 70 ans à ce moment-là, qui se relance, qui a pas, on se dit, mais voilà, qu'il a pas plaidé aux assises depuis longtemps, parce qu'il a une casserole, mais quelle est cette casserole? Et on commence à construire un personnage, et puis après, en fait, c'était du travail, de la structure, de l'invention. Moi, j'ai passé du temps aux assises, j'ai passé du temps avec des avocats. Daniel l'a fait après aussi, une fois que le scénario était prêt, il allait chercher plein de détails super pour l'agrémenter. Enfin, le scénario n'était pas encore prêt puisqu'il l'a agrémenté de toutes ses observations, mais il était quasiment à la fin. Et donc, on a avancé comme ça, en développant et voilà, en émettant des idées. Moi, parfois, j'avais des idées, j'appelais des copains pénalistes. J'ai la chance de connaître des pénalistes. Ils ont été adorables, notamment deux avocats, Jérémy Nataf et Léa Fiorentino, qui sont deux personnes mariées. Et Jérémy Nataf, c'est un avocat qui a été secrétaire de la conférence des stages. Donc, qui est particulièrement éloquent et qui connaît bien tous les sujets. Et sa femme, c'est une pénaliste géniale qui m'a amené aux assises. Et voilà, j'ai pu choper plein de trucs. Daniel, de son côté, a pu choper plein de trucs. On faisait la synthèse. Donc voilà comment ça s'est développé, quoi. Comment on défend un point de vue face à quelqu'un qui va réaliser le film, mais qui va aussi jouer le rôle titre? En fait, moi, j'ai pas tant d'ego quand je défends une idée. Si ce n'est, mon ego est centré, dirigé vers ce qu'on écrit, que le sujet dont. Donc en fait, si je suis persuadé d'un truc, je lâcherai rien jusqu'à qu'on l'essaye et qu'on me prouve que ça ne marche pas. Donc après, j'ai pas eu beaucoup de problèmes comme ça avec Daniel. On était plutôt d'accord, surtout. Seulement, c'est un luxe de travailler avec quelqu'un comme ça parce que Daniel, voilà, pas la peine, on parle de Daniel Auteuil, il a une expérience extraordinaire, il a tourné avec des gens incroyables, c'est un acteur monumental, enfin moi c'est un acteur pour qui j'ai un respect infini, mais même pour les films un peu bis, autant que pour les chefs-d'œuvre qu'il a fait. Il a toujours, je sais pas, on a envie d'être pote avec Daniel Auteuil, quoi. Ouais, c'est vrai, on a envie d'aller boire un petit café puis de papoter. Mais justement, Maxence a tout à fait raison. C'est-à-dire que est-ce qu'il il t'a fallu un temps d'adaptation quand tu étais avec lui en disant j'ai quand même c'est pas lui faire offense, mais c'est un monument, quoi, tu vois. Oui, alors
Oui, mais en fait, on s'est mis très rapidement dans le travail. Donc, en fait, le travail, ça a fait le truc. Donc, on pouvait se raconter des choses, des conneries. Il n'y avait pas de. Non, il n'y a pas eu de stress parce que. Non, le truc, c'est qu'en fait, ce qui est génial quand on travaille avec lui, c'est que parfois, tu as une idée et puis il va te la défoncer en 2 secondes. Et en fait, il voit tout. C'est un mec voilà, qui a 40 ans, qui a plus de 50 ans de carrière. Donc, en fait, il voit tout. S'il y a une mauvaise idée, il va la pointer tout de suite et il va t'expliquer. Et voilà, donc ça va très vite en fait. Et puis aussi, tu peux tout de suite tester quelque chose. C'est-à-dire que tu écris un dialogue, il le lit, tu as les frissons. Bon, tu as tout le temps les frissons, c'est ça le problème. Ouais. Il déclame très très bien. Mais en gros, quand même, il y a un truc où ouais, il capte tout. Je sais pas comment dire, il capte tout. Il est trop fort, quoi. Donc voilà, c'est agréable de tester des idées sur lui. Lui, Daniel, je dirais que sur ce projet, ça a été un auteur de l'intuition. Moi, j'ai mis de l'intuition, mais j'ai été technique aussi. Mais donc, du coup, je pouvais tester la technique sur son intuition et vice-versa. Il pouvait tester son intuition sur la mienne et sur ma technique aussi. Donc, il y avait un truc où il y avait une forme de complémentarité là-dedans. Mais pour être honnête, on s'est pas beaucoup battu. J'avais pas à défendre des trucs. En fait, aussi, il y a un truc où lui, parfois, il y avait des idées où j'étais pas d'accord. Mais je voyais que j'étais pas. Comment dire, j'étais pas d'accord, mais je comprenais pourquoi il y tenait, donc j'essayais pour voir si ça marchait. 1 ou 2 fois ça a marché, 1 ou 2 autres fois ça a pas marché, et puis voilà quoi. Mais il y avait vraiment, ouais non, il y avait une espèce d'alignement. C'était pas très compliqué de bosser ensemble. Et puis ouais, en fait comme je vous disais, je dirais pas que l'ego se dissout, mais il s'oriente vers le sujet en fait, le sujet, des thématiques qui viennent sous-tendre le récit, ce qu'on a envie de raconter, ce qu'on a envie d'incarner. Donc ça s'est fait comme ça en fait. Sur le développement du film et de l'intrigue, vous êtes passé directement du synopsis à un traitement de 5 à 10 pages et à la suite dialoguée, ou est-ce qu'il y a des étapes que tu as pu sauter, ou vous êtes passé par est-ce que vous êtes passé par un truc très traditionnel, ou il y a des trucs vous êtes permis quelques libertés? Comme il y avait une nouvelle, moi je me souviens que j'ai écrit un premier traitement personnellement. Et ça m'a permis de me réfléchir sur la structure parce que j'avais une idée en fait qui m'intéressait beaucoup. C'était un des premiers trucs que j'avais en tête moi perso avant même me lancer avant même de prendre mon ordi ou quoi que ce soit, et pas ma plume ni ma machine à écrire parce que c'est beaucoup moins romantique en réalité que ça comme métier. Mais en gros, avant de prendre mon ordi, je savais qu'il y avait un truc qui m'intéressait, c'était d'avoir 2 choses. Une temporalité éclatée, parce que le film a 3 temporalités. Il y a le fil rouge qui est le procès. Alors, je vais rien révéler pour ceux qui ne l'auront pas vu, mais qui ne l'auraient pas vu. Mais il y a la linéarité du procès, qui est bousculée par des flashbacks de 3 ans d'instruction. Et la 3e temporalité, c'est la reconstitution du soir des faits. Et il fallait donc embriquer tout ça. J'ai même pas pensé à la vérité d'Henri-Georges Clouzot parce que je sais qu'il est construit un peu comme ça, mais je m'en suis rendu compte après. Pourtant, je l'avais vu il y a longtemps, je l'ai pas revu pour le film. Mais il y avait quelque chose comme ça. En fait, la réflexion venait plus d'un truc qu'on se disait avec Daniel, c'est que la série a changé un petit peu le game de la fiction et et que la série en fait c'est la possibilité de sauter dans le temps, d'étirer des intrigues très longuement. Donc en réfléchissant à ça, avec tout ce qui se faisait, on s'est dit qu'on pouvait s'amuser, avec la temporalité, quoi. Donc de créer 3 timelines et de les entremêler. Et puis en fait, finalement, le film, il a, au-delà d'un truc chronologique, il a aussi un truc thématique. C'est-à-dire que tu vois que, en tout cas, si on a bien fait notre boulot, c'est qu'à la fin du film, ce que tu vois dans le passé converge avec ce que tu vois dans le présent, et qu'on arrive à une crise dans le passé qui est une crise dans le présent, et que tout se regroupe thématiquement en fait. Donc il y avait une autre idée aussi. Pardon ? Non, j'allais dire que le boulot était bien fait. Merci Maxence, c'est gentil. Il y avait une autre envie aussi. Mince, j'allais vous parler de quoi ? Je ne sais plus. Bon, ça me reviendra. Mais il y avait 2 idées. Oui, il y avait l'idée du double point de vue aussi.
moi je me souviens qu'un de premiers refs, alors c'était plus une ref très indirecte, mais je me souviens d'Elephant de Gus Van Sant, et j'adorais l'idée, si c'était un procès, de revoir la même scène mais de plusieurs points de vue. Et dans Elephant, il le fait très très bien. Il y a des moments que tu vis vraiment de la même scène, mais que tu vis de différents points de vue, et ça t'amène un nouveau regard sur la scène. Et bon, après, on peut parler de Palma, qui s'amuse à le faire très bien aussi. Et voilà, mais cette idée, elle restait. Je me disais que ce serait cool pour un film de procès de voir les différents, chacun ayant sa vérité, de voir différents points de vue. Alors, on n'a pas éculé non plus ce procédé, mais il existe dans le film. Et ça, c'était un petit plaisir aussi. Il y avait une envie d'aller plus vers le message ou l'émotion avec ce film? Ah, les deux. Les deux. Franchement, alors là, ça devient dur parce que je ne veux pas révéler la fin. Mais Alors, on va partir du principe qu'effectivement, le podcast, je fais une petite aparté pour nos auditeurs et nos auditrices, le podcast, vous allez l'avoir avant la sortie VOD et tout les seconds réseaux de diffusion post-cinéma. Donc, on peut peut-être spoiler, mais on peut peut-être avertir les gens de ne pas écouter cette partie-là. Ouais. C'est comme tu le veux, Steven. Non, moi, je préfère pas leur... non, mais on leur dirait. Eh bien alors, nous allons faire une version sans spoil et une version sans spoil aussi. Voilà, ce sera 2 versions sans spoil. Démerdez-vous avec ça, chers auditeurs. Exactement. Écoute, ouais, non, l'émotion, oui, parce que en fait, on est sur des enjeux très forts, très vite dans ce film. C'est un sujet qui est grave, qui a une forme de gravité. Donc, il a eu, par ailleurs, assez indirect... Enfin, il a eu quelques échos indirects dans l'actualité. Je ne veux pas non plus en dire plus. Mais en gros, ouais, c'était un vrai sujet de société. Ça part d'un mec qui est accusé de féminicide quand même. Donc voilà, donc ça nous intéressait de rentrer là-dedans. Mais après, il y a aussi... nous, on voulait que les gens soient sidérés, bouleversés. Donc oui, l'émotion. Et puis surtout, je crois que le film raconte d'une certaine manière sans en dire trop non plus, ça ramène sur la table la question de l'humilité aussi. Donc oui, donc il y a toutes ces intentions là. Donc et aussi, je crois qu'on avait envie de. Enfin, ce film nous a tout de suite. Enfin, en tout cas, quand on l'a lu déjà à la base en tant que nouvelle, ça nous a tout de suite marqué parce que c'était assez complet, et puis c'était assez complet, il y avait des personnages qui nous intéressaient, mais surtout, ouais, on en a eu le souffle coupé. Donc, le challenge était de dire comment adapter ça à une narration de cinéma, et comment créer des images autour de ça, quoi. Comment créer cette sensation à l'écran. Et justement, cette méthodologie, c'est-à-dire cette intrigue, tu la passes en 3 actes, en 5 actes, tu débrouilles ça comment, en fait? Tu structures comment tout ça? En 3 actes. Après, c'est 3 actes, mais à la fois c'est 4, on pourrait le voir en 5 aussi. Mais oui, c'est plutôt... là, Alors nous, c'est vrai qu'avec Maxence, on le dit souvent au cours des podcasts, on est assez team 4. Le précédent invité était team 5, on en a discuté avec lui, donc bonjour Steven dans la team des 3. C'était Milan Mauger, et grâce à toi et à lui, nous finissons le Alice Belaïdi Universe que nous avons attaqué ce mois-ci. C'était le point commun. Ouais. Voilà. Après, c'est grâce à elle, hein. Elle est trop forte. Alice est vraiment super forte. Et en gros, oui, moi je suis plutôt team 4. Enfin, mais c'est 3 masqués. C'est-à-dire que tu as un premier acte et tu as ce que j'appelle 2-1 et 2-2. Et puis après, tu as le 3e. Bienvenue dans la famille, Steven. D'accord. Bon, cool. Et alors, vous le répartissez très rapidement comment avec toi et Daniel sur cette structure, on va dire en 4? Disons que je suis plus préposé à la structure. Disons que je mets plus les premiers jets et lui repasse par-dessus et amène tout ce qu'il a amené par-dessus. Parce que lui n'est pas auteur de formation. Enfin, moi, j'ai pas été formé, j'ai pas fait de formation, je suis autodidacte, mais quand même, c'est mon métier, quoi. Lui, il a toutes les qualités d'un auteur, mais il n'a pas l'aspect technique pur.
Il pourrait d'instinct écrire un très bon film, je pense, il n'y a aucun problème. Mais après, voilà, disons que moi, je suis un peu plus préposé à la structure et à, voilà, à vraiment construire comment dire, le squelette du film, quoi. Mais pour autant, ouais, disons que oui, c'est plus moi qui pose la structure. Et oui, moi, c'est très important. En fait, d'une certaine manière, je reviens à Blake Snyder. Hein, vous prenez Blake Snyder, vous lisez Blake Snyder, puis vous regardez tous les films du monde, même les plus auteurs, cette structure existe, quoi. Enfin, ces 15 mouvements, on les retrouve quasiment tout le temps. Hein, c'est assez dingue, quoi. Je pense qu'un des moments les plus importants du film, c'est toujours le midpoint, ce moment médian dans le film où l'intrigue atteint une forme d'équilibre et puis d'un coup se bouleverse et passe un palier qui fait qu'on est à un point de non-retour, quoi. Toi, tu l'identifies à quel moment de ton script de Le Fil, par exemple? Il y a disons que j'ai pas envie de dire parce que sinon je vais révéler des trucs. Ouais, ok, je comprends, ouais. Disons que c'est un moment où tes yeux se posent sur l'ami de l'accusé. C'est à peu près construit comme ça. Très bon Gaëtan Roussel. Ouais, il est bien. Je n'ai absolument pas reconnu, tu sais, car pourtant... Sur le moment, effectivement, ouais. Ouais, j'en bouffe des films, et je bouffe des films, je bouffe des clips, je bouffe tout ce que tu veux, mais alors je l'ai trouvé assez phénoménal. Ouais, on est d'accord. Je suis assez d'accord parce que on fait un personnage qui est assez abject et en fait, il a une voix de crooner, quoi. Enfin, il a une petite voix, il a sa voix quand il chante. Et par ailleurs, il joue très bien. Je pense qu'un chanteur qui a l'expérience de Gaëtan Roussel peut facilement devenir un acteur parce que c'est un gens qui c'est des gens qui savent se poser sur une scène, qui ont fait des clips, qui savent jouer avec un public, qui savent se positionner dans la lumière, donc et qui savent déclamer. Donc il y avait une évidence sur Gaëtan, ça c'est très facilement fait. Et puis oui, nous on était contents avec Daniel du contraste, enfin surtout lui en tant que réalisateur, mais moi en voyant ça j'étais que ravi, quoi. Il y a un truc qui se passe et voilà, il y avait des petites clés comme ça de comment il y a des trucs qu'on a, je sais pas, par exemple dans l'écriture, on avait une idée qui était de raconter aussi le personnage de Grégory Gadebois, l'accusé. On savait qu'il fallait l'écrire un peu comme un enfant. Ouais. Attends, quand tu dis on savait, c'est-à-dire que c'était intuitif ou... C'est une idée qui est venue. C'est une idée intuitive, mais je sais que c'est ça qui est sorti, quoi. Qu'il fallait à tout prix l'écrire comme un enfant, comme un môme de 9 ans, un peu limite comme un parmi la fratrie de ses enfants. Je savais que ça allait servir le script. Je n'en dis pas plus. Mais oui, parce que du coup, tu crées quelque chose de très troublant dans le personnage, dans son approche et comment le personnage Daniel Auteuil noue d'ailleurs une sorte d'attachement assez rapide avec le personnage de Grégory Gadebois. Exactement. Je voulais que, on voulait que le spectateur soit Daniel Auteuil dans le film. L'idée, c'est ça, hein, c'est vraiment d'être au plus proche de ce mec, de cet avocat qui peu à peu va s'enfoncer dans cette affaire, quoi, comme on s'enfonce dans la vase. C'était ça l'idée. Donc ouais, il y a eu vraiment ce rapport-là au film. Et oui, effectivement, Gaëtan, on savait comment l'écrire aussi. On savait que c'était un ancien militaire, on savait plein de choses, quoi. Donc on a trouvé des terminologies qui nous amusaient ou d'un coup on pouvait c'est un film qui est aussi tout un réseau de faux semblants, donc c'est pas un who done it à proprement parler, mais on se pose souvent la question de qui l'a fait, quoi. Il y a 3-4 personnages qui peuvent endosser le rôle du coupable, donc on a travaillé comme ça aussi, pour que vous puissiez douter. Sur un autre registre, quand t'écris, à partir de quel moment, si tu le fais d'ailleurs, tu as tendance à chercher un point de vue extérieur? Tu veux dire en tant que documentation, en tant que... Plus à partir du moment où tu as une version de ton script qui te
pour toi te plaît, mais tu sais qu'il y a des choses à améliorer et que tu as besoin d'un point de vue extérieur? En fait, quand tu arrives au bout du texte, quoi, quand tu as posé l'intégralité de ce que tu voulais, tu sais que c'est imparfait, mais de toute façon, il n'y a pas de bonne V1. Écrire, c'est souvent réécrire. C'est surtout ça. Donc, il faut, je pense, accepter de se dire que ta première version va être un peu bidon. Mais c'est pas grave, en fait. Tu as un premier canevas, donc tu vas pouvoir corriger. Mais moi, ça m'a mis du temps à accepter que ce que je faisais au départ était très imparfait. Un film est toujours imparfait, de toute façon. Enfin, je parlais de films parfaits tout à l'heure, mais c'est très très rare, quoi. Je parlais de Billy Wilder ou de Spielberg qui arrive à faire certains films qui sont parfaits, quoi. Les Dents de la Mer ou Rocky, c'est un film parfait, quoi. Je sais pas comment dire, il y a tout dedans, il y a vraiment tout. Enfin, c'est un film que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut accepter le fait que tu vas peut-être écrire une bouse au départ, que ta V1 ça va être de la merde. Et c'est pas grave parce que tu vas récurer. tu vas élaguer, tu vas construire sur cette petite ruine, mais je sais plus. Je vais vous dire les premiers trucs qu'on a pu me dire qui m'ont débloqué quand j'étais plus jeune et que je commençais. Moi, ça fait à peu près 9 ans que je fais ce métier. Bientôt 10 ans même, je crois. Non, plutôt 9 ans. Et donc, on me disait que toutes les histoires avaient déjà été écrites, mais pas par moi. Ça, c'était important. Et puis ouais, l'un des meilleurs trucs que je peux conseiller aux scénaristes qui débutent, c'est les 12 règles les 22 règles de storytelling de Pixar. Qui sont très très bonnes. Ouais, franchement, ça vaut presque un bouquin de méthode. Parce que tu apprends des trucs géniaux. Enfin, c'est vraiment une espèce de ligne de conduite extraordinaire où il y a écrit à un moment, enfin je sais pas, je l'ai en anglais quelque part, il y a écrit write your first draft, figure out what your movie is about, then rewrite. Faut accepter que la première version va être bidon et que ça va être une base de discussion. Enfin, après, elle va être bidon, va pas être le film, quoi. Il faut mettre quand même un petit effort de forme, voilà. Je rends jamais quelque chose qui est mal rédigé. C'est bien rédigé, mais c'est pas le film. Et il va y avoir des trucs nuls dedans, effectivement. Des trucs, raccourcis, quoi, en fait, ou archétypaux et d'autres trucs qui sont hyper bien sentis qui vont rester jusqu'à la fin. Ça existe aussi, ça va dans ce sens-là. Mais je sais que moi, quand j'arrive au bout de mon premier texte, c'est là que je dois faire lire. C'est là que je dois. Et d'ailleurs, sur le fil, vous êtes arrivé à combien de versions et quelles sont les choses auxquelles on a échappé? Alors, ce à quoi vous avez échappé, c'est que ce soit le film d'un jeune premier. Ouais, ce que tu disais au début. Voilà, ouais, le film d'apprentissage, mais dans le monde de l'avocat, enfin dans le monde de l'avocature et aux assises, ça, on y a échappé. Mais ça, vraiment, je crois que c'était au premier ou au deuxième. C'était aux corrections du premier traitement. C'est-à-dire que je rends un premier traitement. Daniel, Hugo et Nelly me font des retours. Je corrige et on va voir Daniel. Et Daniel nous braque en nous disant je crois que c'était. On va au Café de Flore avec Nelly, qui est accessoirement sa fille, mais qui était la patronne sur ce film. Enfin, elle s'est pas du tout laissée. Elle a tenu la distance comme si c'était pas son père, quoi, en tout cas. Mais il faut pouvoir le faire, hein, quand ton père c'est un acteur célèbre comme ça, et d'être capable de porter un projet soi-même et de le dire tu vas le réaliser, et puis lui d'un coup qui dit je vais aussi faire l'acteur. Il nous a convaincus, en fait. On s'est assis. Et il nous a convaincus. Et donc voilà, donc le deuxième traitement a été adapté pour lui. Après quoi, il y a eu 2 gros traitements et une première version de scénar. Et après une deuxième, une troisième et des modifs sur une quatrième, mais plus des contraintes de tournage. Mais on avait tellement bien bossé au traitement qu'en fait, on n'a pas eu 1000 versions dialoguées. On en a eu 3. Vraiment, le film était trouvé à la première version de dialoguée parce qu'il y avait un gros travail sur les deux. Non, il y avait 3 traitements, en fait. Je vous dis des conneries. Il y a eu 3 traitements. Donc, comme il y a eu pas mal de travail en amont, je pense qu'on est arrivé avec. Enfin, je me souviens que la V1 dialoguée, j'en ai fait le premier jet, je l'ai craché en.
je sais pas, en 1 mois et demi, un truc comme ça. Parce Ouais, que t'étais voilà. bien inspiré, quoi. Ouais, parce que t'avais finalement le truc était bien tracé, quoi. Ouais, exactement. Et avec Daniel, on avait fait du bon boulot, donc voilà, bam, c'est allé vite. Et puis après, c'était ajustement, 3 versions. Et puis après, il y a eu les contraintes voilà, de tournage, quoi, de film. Tiens, ça fait trop de décors, ça on n'y arrivera pas, on ne rentrera pas avec le machin. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Comment mais ça, c'est du polish, quoi. C'est du comment on rationalise la logique de décor dans les films, par exemple. Voilà. Alors, nous, on a reçu des invités qui ont écrit des films en sachant qu'il allait avoir une grosse part d'improvisation aussi au tournage. Sur le filtre, il y a quelle part d'improvisation entre Gadebois, Auteuil et le reste du cast, en sachant que comme on est sur un film de procès, j'imagine que c'est moins évident. Ouais, alors, en gros, non, franchement, je dirais que 90% du film était déjà là à l'écriture. Après, Daniel a trouvé des trucs géniaux. Par exemple, il y a un truc je vous donne 2 exemples de trucs qui n'étaient pas là à l'écriture. Alors, il y a des trucs qu'on sautait aussi. Je me souviens, il y avait une scène normalement très tôt dans le film, quand il prend connaissance, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc j'imagine que vous vous souvenez. On l'a regardé hier, hein, donc c'est encore très frais dans notre esprit, je te rassure. Il n'y a pas des poissons rouges, tout va bien se passer. Et vous êtes bien jeune, vous ne semblez pas avoir Alzheimer. Je me souviens, donc, au début du film, quand on revient dans le passé et qu'il prend connaissance de Gadebois, il rencontre Gadebois, il passe la nuit donc à la gendarmerie et au milieu de la nuit, voire au petit matin, il va sur les lieux, sur le fameux banc qui est évoqué par le personnage de Nicolas Midic. Ouais. Voilà. Et donc là, normalement, il allait dans une boulangerie. Il achetait, donc comme vous le voyez, après il va exactement comme tu disais Maxence, il va chez Roger. Mais en réalité, avant d'aller chez Roger, il allait à une boulangerie qui s'ouvrait. En fait, il se posait sur ce banc et puis comme il était très tôt, il y avait un rideau de fer qui s'ouvrait. Il allait chez la boulangère et il achetait le journal La Provence. Et donc il voyait le traitement médiatique par rapport à l'affaire, ce qui était annoncé, ce qui lui sert à un moment plus tard dans le film d'ailleurs. Mais bon, elle était aussi dans la scène d'après, enfin dans la séquence d'après La Provence. Et donc la boulangère lui donnait son ressenti. Elle lui disait oui, mais machin, mais en fait lui elle lui disait c'était un mon père et elle était odieuse, mais en même temps moi ça m'étonne pas qu'il l'ait tué parce que en fait elle lui parlait mal et machin et tout ça. Et tout ça a sauté en fait parce que donc j'ai demandé à Daniel, il m'appelle un jour, il était sur le tournage, il m'appelle, il me fait ah ouais tu te souviens de ça cette scène et tout machin. Comment réécrire parce que l'actrice est pas très bonne, machin, tu peux pas faire une petite passe pour simplifier, je sais plus quoi. Et en fait, il l'a sauté parce que l'actrice n'était pas, alors, je ne sais pas qui était l'actrice, mais l'actrice n'était pas au niveau, il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait. Pauvre Catherine Deneuve qui n'écoutera pas ce podcast. Qui était gentiment venue nous faire un petit featuring. Mais voilà, donc ça a sauté. Et pour les choses, en revanche, qui ont augmenté le scénar, en tout cas le récit. Par exemple, Daniel dans le film, il a une espèce de petit tic qui est super, qui est un truc qu'il allait choper à Draguignan en assistant à une audience. Parfois, il arrive et il baisse les micros pour dire que sa voix va porter. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un truc qu'il a chopé comme ça. Il baisse tout le temps les micros là où l'avocat général ou le reste des intervenants vont tous parler au micro. Lui, c'est le seul qui n'utilise pas de micro quand il est dans l'arène, quoi, quand il est dans la salle d'audience. Il y a ça. Il y a aussi le fait que quand il a visité la prison dans laquelle on a tourné, je crois que c'est le centre pénitentiaire de Draguignan, enfin la maison d'arrêt de Draguignan, je crois que c'est ça. Il a vu qu'il y avait des prisonniers qui passaient un CAP boulangerie. Donc, on le voit à un moment, on voit notre cher Gadebois à un moment faire du pain quand il apprend un truc sur Roger. Je ne dirai pas quoi. Ça, voilà, c'est du plus. C'est vraiment du plus. C'est un petit peu ton boulangerie universe. Bah, écoute, oui. T'es très croissant en fait comme Je voulais placer du gluten. Oui. Voilà, c'était très important. Mais je sais pas, c'est vrai que très indirectement, voilà, il s'est passé ça. Mais en gros, ça s'est fait comme ça. Voilà. Donc
Donc oui, voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a des choses aussi. La scène où il va voir la belle-sœur chez elle, elle était écrite, mais Daniel a rajouté une bonne page, je pense. 2 jours avant le tournage. Enfin, en tout cas, peu avant le tournage, mais il m'avait dit oui, machin, parce que c'est Aurore Auteuil qui joue. Et je pense qu'il avait un peu envie de la servir, et ça tombe bien parce que ça sert le film. Donc il a pu faire les deux. Et puis je la trouve formidable dedans. Je sais pas ce que. Toi, quand c'est comme ça, parce que forcément les scénaristes, on n'est pas forcément toujours invités sur les plateaux, loin de là. Mais toi, t'as vraiment la mission de suivre pendant les 30-40 jours du tournage les modifications, ou il te passe un coup de fil, il fait bon, écoute, là dans 2 jours, j'ai modifié ça, puis toi t'es déjà sur autre chose, donc tu dis écoute, pas de souci, ça me paraît nickel, ou alors d'un coup tu te déplaces, ou tu reprends du temps, tu te remets devant la machine, et puis Je pourrais. Après, moi, j'ai plutôt des bons. J'ai pas trop de mauvaises expériences, enfin, en tout cas de trucs de fondamentalement pas d'accord ou machin. Donc, à chaque fois, j'étais invité sur les tournages des choses que j'avais écrites. Donc, bon, ça, c'est parce que ça se passait bien avec la prod et qu'ils veulent te faire plaisir quand ils peuvent. Donc, voilà, c'est plutôt. Enfin, c'est pas forcé, c'est pas monnaie courante non plus, mais ça se fait. Donc, j'ai eu la chance d'être dans ce cas de figure. Mais après, moi, je dis toujours, effectivement, si on s'aperçoit aussi de quelque chose et qu'il y a une espèce de contrainte, des contingents comme ça qui nous demandent de bouger le truc, si je suis pas trop pris, évidemment, je le fais, quoi. Et même si je suis trop pris, je prends 2 heures, je me pose, je connais. A priori, personne n'ira plus vite que moi. Et puis, moi, je vais être garant aussi de ce que j'ai proposé. Donc, et puis, il y a un moment, vous avez envie de bien faire. Il y a votre nom dessus. Vous voulez pas qu'un imprévu vienne détricoter un truc, et souvent voilà, on est garant de ça, on se dit il te donne une solution et tu dis ah bah non, parce que sinon ça change ça, qui change ça, et puis effet domino sur le script, et à la fin on est dans la merde. Donc enfin, ou pas, ça se rattrape au montage, ça peut se rattraper, mais bon, en tout cas il y a quand même l'idée que moi je dis toujours que je suis disponible pour apposer des modifications, des ajustements, parce que ça se fait, quoi, en fait. Très bien. Et ben écoute, sur ces bonnes paroles, nous allons passer sur l'acte 3. Ah, Maxence, ça fait 2 épisodes de suite que c'est toi qui ouvre cette partie. C'est vrai. Du coup, tu veux la faire? Non, je te laisse grand plaisir. Vas-y. Acte 3 sur, je rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices, nous allons parler argent, contrat, tout ce qui a l'air chiant, mais qui est tellement important. Nous, on l'a vécu encore il y a pas longtemps avec Maxence, quand tu reçois des contrats que t'as... Voilà, moi, je me suis fait un peu avec l'expérience maintenant, une obligation d'apprendre à les comprendre. Moi, ça m'emmerde. Ah, j'ai pas dit que ça me faisait plaisir, j'ai dit que j'ai appris à les comprendre. Oui, bien sûr. Écoute, oui, il faut, hein, c'est très important. Ça m'emmerde, mais je m'efforce aussi de comprendre ce que je signe. J'ai déjà eu une mauvaise expérience, donc depuis, tu vois, je déconne pas avec ça, quoi. Donc oui, c'est très très important. Mais heureusement, j'ai eu plusieurs agents dans ma vie, et ils ont tous été super pour ça, quoi. Entre les agents et les juristes et les assistants, tu peux te descendre, tu peux te les descendre et puis vraiment voir si tout va bien, voir si ce que tu signes est bon, et puis voilà, quoi. Mais oui, ouais, je suis très heureux d'avoir je suis très heureux d'avoir un agent, enfin une agente super, vraiment. Du coup, au niveau on va rentrer vite dans le sujet, vu qu'on a dit qu'on parlait à argent. Sur un film de l'envergure du film, justement, on est à peu près combien pour toi, sachant que justement, on est sur de la coécriture? Tu veux dire, après, je crois que déjà, c'est fonction du budget du film. Donc, après, il y a une enveloppe à peu près de 2%, je crois, par film. Donc, je ne sais pas combien a touché Daniel sur l'écriture. Moi, je sais combien j'ai touché. Par rapport à ma carrière, c'est bien. Ce que je recommande en général, c'est quand vous le pouvez, hein, quand vous êtes en position de le faire, mais de demander de mettre au contrat une indexation sur le budget du film. C'est très important. Donc voilà, c'est comme ça, vous ne faites pas léser. C'est-à-dire que effectivement, en fait, c'est une manière de valoriser votre travail. Donc, a priori, votre film si vous avez fait un film qui rentre dans une typologie de film à 3-4 millions,
qui est un prix moyen en France. Hein. C'est pas, il y a des films à 60, hein, comme on l'a vu. Je sais pas combien coûte Monte Cristo, mais c'est un truc fou. Je crois que c'est 39 de mémoire. Ouais, ou non, 60, t'as raison. Je crois que énorme, quoi. c'est quasiment autant que le biopic sur les mousquetaires. Oui, exact. Sauf qu'en fait, il a réussi avec un film. Enfin, tu me diras, il a réussi. Je parle de Dimitri Rassam, mais en même temps, je parle aussi. C'est Pathé aussi. Donc, ils ont réussi avec ce film à faire. Je sais pas, ils sont bientôt à 9,5, je crois, ou 9 et des poussières. Ouais, c'est ça, 9,2 à l'heure où on enregistre. Ouais, donc ils sont largement rentrés dans leurs frais. Mais voilà, si tu es dans une typologie de film que tu écris à 3-4 millions d'euros, eh bien, tu vas avoir en fait, si jamais le film coûte plus cher, il faut que tu puisses. C'est parce que tu as fait du bon travail. S'il coûte plus cher, c'est que tu as des comédiens plus connus, donc tu vas plus facilement pouvoir financer le film. Et donc, il faut que tu aies une sorte de rétribution là-dessus parce que c'est ton travail en fait. Et en fait, pour ceux qui le savent pas, parce je sais pas s'il y a que des scénaristes qui nous écoutent, mais non, c'est alors très grand public aussi, des gens qui ont envie d'écrire ou juste des gens qui aiment justement le décodage, tu vois, ou les petites histoires derrière les grandes histoires. Et bah écoute, en gros, ce qu'il faut savoir, je crois, c'est que donc t'as souvent des échéances quand tu écris, et après t'as une échéance à la mise en prod. Admettons que tu touches, allez, on va dire, je sais pas moi, 40 000 euros pour un film. Tu vas avoir, par exemple, donc un film qui va coûter 3-4 millions, donc ce qui est un barème à peu près classique, et en même temps, bon, un peu junior, pas junior, mais un peu plus, quoi, en transition vers quelqu'un d'installé, on va dire. Eh bien, comment dire, donc voilà, si tu te débrouilles bien, tu vas faire par exemple 25 000 à l'écriture, donc avec plein d'échéanciers. Donc voilà, tu vas rendre un synopsis court, un long, un traitement 1, 2, 3, séquencier. C'est ça que je vous disais tout à l'heure sur le film, je disais 3 traitements, mais il y a eu 2 traitements, un séquencier et 4 versions de scénar, sachant que la 3e et la 4e étaient quasiment identiques. Voilà. Mais en gros, oui, voilà, donc tu vas être payé, tu vas avoir une échéance à la mise en prod. Et donc, en gros, cette échéance à la mise en prod, parfois, tu peux avoir un producteur qui n'a pas beaucoup pour développer, pour X raisons, mais tu lui dis, bah, si on monte le film, là, tu me mets bien sur la mise en prod, quoi. Donc, tu paries, en fait, sur ta capacité, la capacité de ton script à se monter. Du film que tu écris à se monter. Donc voilà, bon, alors le mieux c'est quand tu obtiens à l'écriture un maximum, mais voilà, moi j'ai déjà eu un film où j'ai pas touché beaucoup à l'écriture, j'ai pas touché énorme parce que c'est toujours bien d'avoir 2-3 projets parce que avec 40 000 euros répartis sur, on le précise souvent dans le podcast, mais c'est vrai que ça paraît toujours des sommes qui peuvent être importantes, mais quand tu les lises sur 2 ou 3 ans, ça paraît déjà beaucoup. 2 ou 3 ans, c'est long. Donc, c'est sûr que tu vas faire plein d'autres trucs. Enfin, en tout cas, tu peux pas te permettre autrement, mais tu vas faire ça. Et puis, oui, et puis il y a parfois aussi... parfois, ça peut se faire en un an, mais en tout cas, il faut savoir aussi un truc, c'est que tu regardes les fiches de paie de scénaristes, enfin les notes de droit d'auteur, tu te fais ponctionner énorme dès le départ. Enfin, tu vois, tu gagnes. Et je crois qu'on va, en plus, on va se refaire ponctionner. On va passer à 26%, il me semble. Voilà, on te prend un quart hors déclaration d'impôt, enfin hors impôt sur le revenu. Ouais. Donc tu vas au final, on va déjà d'entrée te prendre beaucoup, quoi. Et encore, il te reste l'IRSEC après à payer. L'IRSEC, waouh. Tu sais que moi, c'était la grande surprise la première fois où, quand j'ai eu mon statut, j'étais hyper content, tu vois, j'étais jeune et tout, et quand j'ai reçu la première fois l'IRSEC, je me suis dit, mais quelle est cette complémentaire retraite obligatoire qui vient me réclamer 3 ou 4 000 balles que j'ai dépensé largement parce que je ne savais même pas que ça existait, quoi. Mais complètement. Moi, je croyais que c'était pas une arnaque, mais un truc facultatif. Mais pareil. Mais ouais, moi, je croyais que c'était carrément une arnaque. C'est les trucs qu'on te dit, est-ce que vous voulez t'inscrire dans ce répertoire, tu vois, contre 4000 balles. Et donc, j'ai jeté le papier. Je crois que j'ai jeté le papier pendant 6 mois. Et au bout d'un moment, ils m'ont rappelé. Je dis, mais autour de moi, c'est le cas de tous les scénaristes que je connais quasiment, n'ont pas payé l'IRSEC pensant que c'était pas obligatoire, parce que c'est une caisse complémentaire de retraite et que tu te fais tellement prendre à la base que en fait, tu te dis c'est pas possible qu'ils me demandent encore de l'oseille, quoi, parce que franchement, à un moment, il te reste plus rien. Et donc, ouais, on s'est tous fait rattraper. Il y a eu l'IRSEC est revenu il y a 1 an et demi.
On leur a tous négocié des échéanciers pas possibles. Ah oui, alors attends, je précise parce que ça c'est une histoire très drôle. C'est vrai que l'IRSEC a complètement disparu pendant le confinement. C'est-à-dire que pendant 1 an ou 1 an et demi, il n'y a plus d'appel à cotisation parce que je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Et ils se sont réveillés en réclamant à tout le monde, je crois, 2 ou 3 ans d'arriéré. Et donc voilà. Donc, ah ouais, on s'est tous on fait, embrasse l'IRSEC. Oui, mais alors non, mais attends, l'IRSEC, on n'a plus d'IRSEC. Enfin, moi, il est retenu. Ouais, on est prélevé maintenant à la source, ouais. Ouais, comme ça, il n'y a plus d'embrouille. Je pense qu'ils ont capté aussi. Ils ont dû prendre une tonne d'argent sur les régules qu'ils ont dû opérer, mais bon, bref, ouais. En tout cas, pour en revenir au sujet précédent. Voilà, essayons d'être un maximum payés à l'écriture et le moins possible après. Mais oui, moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, de négocier. Donc, mon agent négocie une indexation au budget du film. Alors après, t'es capé, hein, parce que si ton film il monte très très haut, ils vont pas te payer forcément. Enfin, en tout cas, quand t'as de la chance, t'es pas trop capé. Mais en gros, voilà, tu as écrit un film, tu as pris 25 à l'écriture et 15 à la mise en prod. Enfin, tu étais censé prendre 15 à la mise en prod, mais d'un coup, en fait, le film fait pas 4 millions, mais 6 millions. Donc, tu vas prendre 20 de plus, tu vois. Tu vas prendre 24 plus parce que ton film, il a, je sais pas, fédéré, machin, et d'un coup, vous pouvez le faire avec plus d'argent. Ou voilà, enfin, il y a des comédiens qui prennent beaucoup de sous, donc d'un coup, ça vient booster le budget du film. Donc toi, tu as une contrepartie par rapport à ça. Mais sur le partage des droits d'auteur avec Daniel Auteuil, vous êtes à 50-50 ou il a un peu plus, t'as un peu moins ou... Alors, on n'a pas eu encore cette discussion avec Daniel, mais elle est prochaine. Parce que moi, déjà, je voulais pas relancer, je sais pas ce qu'il en pense lui, mais moi, je voulais pas le relancer là-dessus, parce que c'est un truc un peu ingrat. Je voudrais attendre la fin d'exploitation du film pour parler de ce genre de choses. Mais en gros, moi, par exemple, sur la répartition SACD, je sais que je suis dans un cas où c'est une œuvre adaptée. Donc, tu as 30% des droits qui sont directement qui sont pour les ayants droit du bouquin ou l'auteur s'il est vivant. En l'occurrence, nous, ça va être la famille de Jean-Yves Moyard. Donc, il y a des enfants et une veuve qui a été géniale dans l'accompagnement du film, qui nous a lu, qui nous a donné son feu vert. Donc, voilà. Et tu as 40% pour le réalisateur. Donc pour Daniel, et puis après là il reste 30% de droits d'auteur à se partager entre Daniel et moi. Donc on aura la conversation quand tout ça sera retombé et qu'on sera au calme pour le faire. Mais tu vois, par exemple, là j'ai écrit un film donc il y a pas longtemps, celui qui s'est tourné cet été, qui s'appelle Classe moyenne, celui d'Anthony Cordier. J'ai coécrit. On s'est déjà mis d'accord. Avant même le tournage. Anthony nous a écrit pour nous dire voilà, avec l'adaptation qu'on a faite et tout le travail que vous avez fait, on considérait, par exemple, lui nous a dit. Alors mon co-auteur, lui en fait, il prétendait sur donc l'enveloppe parce que lui il aura aussi sa partie réelle. Ouais. Mais voilà, donc sur ce qui reste de l'écriture, là comme c'est un sujet original. Lui, il voulait que sa co-auteur et lui aient 15% chacun, donc 30%, et que les 70% restants, ce soit mon co-auteur et moi. Voilà. Ce qui est plutôt assez réglo. Oui, pour le Complètement. Coup. Ouais, franchement, il nous a écrit ça, nous on était là. En fait, c'était faire, quoi. C'était... Mais t'as raison, c'est ultra important, c'est un des conseils qu'on peut donner et vraiment appliquez-le vous qui nous écoutez, parce que ça peut être aussi des combats quand tu arrives et que tu le fais pas tout de suite et que c'est pas, moi je l'ai connu il y a très très longtemps, où effectivement le jour où tu déclares les droits d'auteur, enfin en tout cas cette répartition, d'un coup tu te rends compte que personne n'est d'accord et puis d'un coup t'as des trucs où on te dit ouais mais moi j'ai réécrit ce truc là et puis toi t'étais pas là ce jour là et tu peux vite partir dans des batailles de chiffonniers. Donc effectivement c'est un très bon conseil que tu donnes, c'est mieux quand c'est fait avant. Ouais, alors après, bon, moi j'ai une entière confiance en Daniel, donc je suis pas inquiet, c'est jamais un mec, parce que c'est très délicat, parce qu'il y a des réalisateurs qui ont des velléités d'auteur, il y a parfois des producteurs même qui ont des velléités d'auteur, et il y en a je veux dire que quand même, malgré tout, c'est un métier un peu ingrat, hein. Il y a plein de fois où on te fait pas monter sur scène, on te valorise à peine. Moi, j'ai de la chance, j'ai travaillé majoritairement, grande majorité, Zazie extraordinaire, Zazie film extraordinaire. Enfin, Hugo et Nelly, ils m'ont même amené à Cannes quand on a eu la projection à Cannes, donc c'est pas rien. Zinc aussi, enfin le distributeur a fait en sorte de m'amener. Ils sont vraiment, enfin voilà, c'est des gens extraordinaires qui m'ont jamais exclu, mais ça peut arriver d'être exclu.
Et donc, et Daniel, c'est pareil. Daniel, enfin voilà quoi, il est très reconnaissant de ce que j'ai apporté pour le film. Je le suis aussi pour lui, de ce qu'il a amené, de comment il lui a donné vie, quoi. Donc, j'ai la chance d'avoir des rapports sains avec les gens avec qui je travaille. Mais quand on commence, ça n'a pas été toujours comme ça. Vous en savez probablement quelque chose. Et donc, le mieux on se cadre, le mieux effectivement on apprend à lire nos contrats, ou le mieux on a quelqu'un pour nous le lire et pour nous dire « Ah, tiens, il y a une petite clause qui pue un petit peu ici. » Et le mieux, enfin voilà, il faut s'entourer, quoi. Et ce qui est pas mal, c'est que moi, je me souviens que j'ai eu mon premier agent parce que j'avais cette série pour Studio Plus, là, de 10x10. J'avais tout de suite un truc à vendre. Donc c'était plutôt pratique, quoi. Mais voilà, il y a rien de mieux pour avoir un agent que d'arriver avec un contrat en disant j'ai ça. Bon, alors après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que tu te dis que si t'as pas de boulot, enfin, si t'as un agent, tu vas avoir du boulot. Et donc, il te faut un agent pour obtenir ce boulot pour lequel tu vas lui rendre le contrat. Non, pas forcément. Enfin, moi, ça n'a pas été comme ça. Après, je pense que on n'a pas nécessairement besoin d'un agent. Ça aide, mais on n'a pas nécessairement besoin d'un agent au départ pour trouver du boulot si on n'en trouve pas, quoi. Si on n'a pas d'agent, je veux dire. En tant que scénariste, en fait, parfois, il suffit d'écrire un truc et d'aller taper à toutes les portes. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça parce que j'avais pas de formation. Si ce n'est les bouquins que j'ai lus, qu'on a évoqué plus tôt. Mais voilà, ce que j'encourage les scénaristes qui débutent, en tout cas, à faire, c'est vous écrivez quelque chose et puis avec ça, vous allez taper, les gens vont recevoir. Hein, les gens sont toujours avides de nouvelles idées et en demande. Donc les producteurs, quoi, vous faites la liste de toutes les prods qui s'apparentent à peu près enfin qui ont produit des projets qui sont dans la même typologie que le vôtre. Et puis tapis rouge après. Hein, voilà. Enfin, il faut un petit facteur chance, hein, je dis pas le contraire, mais en tout cas, ça, c'est une méthode qui fait qu'on va pouvoir peut-être se développer dans le bon sens, quoi. Le film est encore en salle aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a un espoir de l'exporter à l'étranger? Alors, il tourne en Italie, figure-toi. Ok. Il est sorti. Ça s'appelle Les Fils. Excusez-moi, c'est tout pour moi, hein, pareil. Hein, Caveau de la République tous les jours à 22h. Si vous voulez venir me voir. Dans un spectacle franco-italien. En gros, non, ça s'appelle je me souviens même plus, genre le doute de la, je sais plus, il dubbio qui veut dire le doute. Je sais plus exactement, mais bon, il n'y a pas du tout de il filait ni quoi que ce soit. Et en gros, oui, il est sorti en Italie. Je crois qu'il marche gentiment. J'ai pas trop les chiffres à vrai dire de l'Italie. Je ne sais que la France. Mais en tout cas, c'est assez génial de se dire. En fait, j'ai des amis en Italie, donc ils ont pu aller le voir. Ça, c'est génial. Des amis italiens. Et après, mais je sais que je me souviens qu'à Cannes, on m'avait dit que les ventes internationales fonctionnaient bien. Donc, je sais pas s'il y a un autre pays prévu autre que l'Italie, mais c'est possible. Parce que je trouve qu'il a une vraie, outre la teneur scénaristique, mais il a une vraie belle gueule à l'image, en fait. Tu vois, il y a une vraie jolie production value, tu vois, à l'image. Et je pense que ça ouvre pas mal de portes aussi, quoi. Oui, et puis oui. Pardon, Maxence. Non, je disais que ça restait un sujet très universel en soi. Mais ça arrive partout et c'est ça le drame. Mais en gros, je crois que. Alors après, il y a un truc qui est délicat, c'est que quand j'ai commencé à écrire sur ce film, il n'y avait pas de revival de film de procès. Et je me souviens d'avoir délivré une version parmi les dernières versions, justement, dans les retouches, dans le polish, de genre comment on peut rationaliser tel ou tel décor. Et bam, palme d'or d'Anatomie d'une chute. Et c'est ok. Hein. Après, j'ai attendu beaucoup de temps. J'ai attendu la sortie du film pour le voir, parce que je voulais être influencé aucunement dans mon écriture de toute façon, j'avais fini, mais en gros, je voulais pas me dire que j'allais oublier tel ou tel truc ou me comparer et tout, parce que voilà, ça allait me ronger les sangs. Donc voilà. Ça a été une crainte au niveau du distributeur ou de la production à un moment, effectivement, parce que on va dire dans les mêmes eaux, t'as Saint-Omer, t'as les Chambres Rouges qui étaient en train qui cartonnaient au Canada l'année dernière.
Enfin, en début d'année, non, pardon, excuse-moi, début 2024. Bah, tout ça a été, tout ça engagé après. Non, je crois pas. Je crois que, en fait, si tu veux, s'il y avait une crainte avant Anatomie d'une chute, c'est-à-dire que en gros, Anatomie d'une chute et le procès Goldman. Alors, l'Anatomie d'une chute. Oui, j'ai oublié celui-là. Voilà, ça a été un succès retentissant. Le procès Goldman, pour le petit film que c'était, ça a été un succès aussi. Je sais plus combien ça a fait, mais vraiment pour ce que ça coûte, c'est un petit miracle, quoi. Je crois que c'est 350, ou peut-être plus, ou peut-être moins, je sais même plus. Pour être honnête, je sais plus, mais je me souviens que c'était pas mal. En plus, le producteur est un copain, donc bref, je voyais les entrées se faire. J'étais trop content pour lui, et surtout que le film est très bien. Il est vachement bien ce film. Donc, et pareil pour Cédric Kahn, qui est un ami d'amis, donc on se croise, donc j'étais très content. Et puis surtout. Alors, pour eux, j'étais content. Pour la qualité du film, j'étais content. Et pour le rayonnement du cinéma français, j'étais super content. Mais après, pour les distributeurs, en fait, comme ils ont vu des succès, ils sont plutôt dit que c'était positif, tu vois. Donc, si ça avait été des gros échecs ou des films qui passent vraiment à la trappe, ça les aurait un peu plus stressés. Et à la fois, peut-être pas, parce qu'on avait un film avec une belle affiche, avec une promesse, et ouais, nous on a une spécificité par rapport à tous ces films, c'est que c'est le seul qui est du point de vue de l'avocat. Les autres films qu'on a cités, c'est pas des films du point de vue de l'avocat. Donc nous, c'était un film d'avocat qu'on voulait faire. Donc c'est pour ça que oui, j'ai passé du temps avec des pénalistes et tout ça. C'était un film pour eux, enfin. Pas par eux, parce que je ne suis ni Daniel ni moi, Sam avocat, mais pour eux en tout cas. Donc il y avait un autre positionnement, et à la fois, c'était des succès pour la plupart, donc franchement, banco quoi. Après, je t'avoue, bien voulu être les premiers à revenir avec un film de procès, parce que notre film est, parmi tous ceux que tu as cités, c'est un des plus films de procès, tu vois. Je trouve, c'est-à-dire que par exemple, Anatomie d'une chute, c'est plus une étude de personnage, et on en sort d'une manière, c'est pas la dominante, quoi, tu vois. Ouais, on est beaucoup plus présent dans l'affaire d'origine que finalement dans le procès. Le procès est important, mais c'est pas que ça, quoi. Exactement. Donc voilà. Et puis oui, c'est une autre manière d'aborder le truc, qui est d'ailleurs super. Je pense que ça aurait pas eu tel succès si c'était pas super. Mais en gros, oui, c'était pas le même rapport. Et puis je dirais qu'on a pu pas surfer, mais c'était cool de se dire qu'on amène notre pierre à l'édifice. Il y a plein de gens qui s'amusent à comparer. Moi, je lis beaucoup Letterboxd et tout. J'adore voir ce que les gens disent sur le film. Et je trouve que c'est une erreur de comparer. À part un décor, ça n'a vraiment rien à voir, quoi. Donc, mais bon, les gens ne peuvent pas s'empêcher la comparaison parce que sur Letterboxd, c'est beaucoup d'amateurs, donc ils vont faire des typologies un peu logiques comme ça, sans que ce soit vraiment le sujet du film. Donc voilà. Bon, bah, trop bien. Super. Bon, il faut que j'aille mettre ma petite note Letterboxd d'ailleurs. J'espère qu'elle sera bonne. Ouais, elle sera bonne. Puis là, tu découvres dans 2 jours que j'ai mis un 1, et là, tu vas dire, mais quel enfoiré celui-là. Bah ouais, peut-être de face. Donc pour conclure, littéralement, je prends l'habitude de poser 3 petites questions. J'attends de toi des réponses rapides, mais en soi, tu nous as donné beaucoup de références, donc je pense que ça va être assez facile pour toi. Quel est ton film ou ta série préférée de tous les temps ? Oh, t'es dur. Finalement, non. Si tu dis The Leftovers, tu gagnes un point de moi. Bah, j'adore The Leftovers, mais je ne peux pas mettre sur mon podium parce que je dirais que The Sopranos et The Wire numéro 1 sur le podium. Je vais en mettre 2, voilà. Okay. Donc The Sopranos and The Wire, voilà, en haut du podium. Et pour les films, je dirais que je vais te dire le film qui m'a le plus marqué, qui a été le plus un choc esthétique et cinématographique et même intellectuel d'une certaine manière, ça a été Taxi Driver, que j'ai vu très jeune et qui m'a bouleversé. Vraiment, je crois que la musique, la réalisation, le propos, la solitude, cet homme éponge, cette espèce de rejeton absurde de l'époque, de cette époque-là, l'atmosphère, New York, le taxi, la musique de Bernard Herrmann, le scénario de Paul Schrader, Scorsese, moi qui suis amoureux de Sybil Shepherd quand je vois le film, Harvey Keitel qui est dément, Jodie Foster qui est fabuleuse, tout, l'histoire, la fin, le propos.
une espèce d'alignement absolu. Je vais mettre aussi sur ce podium très rapidement, j'essaie d'être concis, un film que je voyais avec ma mère et ma sœur et ma petite sœur et qu'on a vu et revu, qui était Barry Lyndon. Pareil, très jeune. Je vous donne des exemples de l'enfance parce que voilà, film, voilà, c'est comme lire un grand roman, quoi, d'époque. Et enfin, plus confidentiel, un film qui m'a bouleversé aussi quand je l'ai vu. Je l'ai vu plus à la vingtaine, à la petite vingtaine. C'était pardon, parce que je cherche les titres français et anglais. Un film de Paul Mazursky qui s'appelle An Unmarried Woman. Et c'est un film des années fin des années 70, début des années 80 avec Jill Clayburgh. Et Paul Mazursky, c'est marrant parce qu'il a un petit rôle dans Les Sopranos. Mais c'est un réalisateur pas très connu en France, mais qui a fait ce film incroyable où on suit une femme de la quarantaine qui a toujours été avec le même mec, qui fait une crise de la quarantaine et qui la base alors que c'est la mère de ses enfants et qui n'a presque connu qu'elle. Et puis c'est elle qui se reconstruit dans ce New-Yorkais post-libération sexuelle, fin des années 70, début des années 80. Et elle évolue dans ce monde très cosmopolite et on est tellement avec elle. Et je vais mettre aussi un petit dernier, Sous perdu dans Manhattan d'Amos Kollek, qui est un film indé extraordinaire sur lequel je suis tombé très très jeune grâce à mon grand frère. On l'avait en cassette vidéo et qui m'a ouvert au cinéma indépendant. Je dis ça, j'avais peut-être 12-13 ans. Il doit être peut-être interdit au moins de 16 ans le film, mais qui est portrait de femme extraordinaire. J'adore les portraits de femmes au cinéma. Voilà. Ok, alors maintenant le scénario que tu aurais aimé écrire. Ah, dur. T'as pas le droit de reprendre tout ce que tu viens de dire, attention. Attention. Non, je vais essayer de développer. Oui, je dirais. Ah merde, c'est dur. Les choses de la vie de Sautet. Un cœur en hiver de Sautet aussi, mais pour la patte de Sautet de Jacques Fieschi, qui est toujours en activité d'ailleurs. Et un petit dernier vite fait pour la route, Broadcast News de James L. Brooks que j'ai cité au début. Okay. Et les films d'Albert Brooks aussi, parce qu'ils sont chiants. Pas tous, mais voilà. Oh là là, c'est dur, c'est trop dur. Un, je peux pas. Donc voilà, deux Brooks. Je vous ai donné 2 Brooks, Albert et James. Ouais. Le dernier coup de cœur que tu as eu au cinéma. Le dernier coup de cœur au cinéma. Et on ne cite pas un film avec Alice Belaïdi, s'il vous plaît. La fin du cycle est aujourd'hui, je le redis. Là, écoute, moi je pense qu'elle va vous surprendre et que ce n'est que le début, mais elle va vous braquer. Écoute, au cinéma, en fait, mon dernier coup de cœur, c'est La Fièvre en série d'Éric Benzekri. Je trouve que alors j'y arrive un peu en retard, j'arrive un peu 1 an et demi après, mais je trouve que d'ailleurs c'est assez fou parce que quand c'est sorti, ça représentait une espèce de futur proche, et c'est une grande série sur la fracture sociale, sur l'embrasement, sur le délitement du tissu social, et même si elle est un peu empoulée à certains endroits, surécrite, qu'il y a une part de grotesque là-dedans, même leur grotesque, je le trouve génial. Donc, je trouve qu'il pointe vers une direction, qui va dans une direction qui sert complètement le récit, donc vraiment, j'ai trouvé ça fabuleux. Et puis, j'ai vu un Sacha Guitry au cinéma, qui est le roman d'un tricheur, qui est génial. Et en film moderne, Anatomie d'une chute, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Super. Bon, très bien. Écoute, on a l'impression de connaître plein de choses de toi après cette heure et demie passée ensemble. D'ailleurs, Steven, je sais pas. Ouais, Steven, un grand merci de nous avoir consacré ce temps. Comme je le disais, on t'a attrapé entre 2 portes et t'as eu la gentillesse de te libérer. C'est pas forcément toujours évident d'accorder 90 minutes pour venir décrypter effectivement ces travaux. Ça me fait totalement plaisir. Vous avez été super. Voilà. Et je suis curieux de découvrir les vôtres à un moment aussi, parce qu'il me semble que vous écrivez vous aussi. Tout à fait. On travaille en binôme et puis on a une série. Ouais, tout à fait en binôme. Ouais, on a une série qui a été optionnée. On a 2 longs en cours de discussion. Et puis à côté de ça, on travaille. Moi, j'ai une société de production. On travaille ensemble avec Maxence. Génial, bravo. En off pour les refs. C'est quand on sera arrivé à un succès extraordinaire, on laissera notre place dignement pour prendre la sienne. Pour interviewer en fait.
C'est ça exactement, le truc hyper égocentré. Ouais, Steven, un grand merci pour ta participation. Merci pour toutes les infos, les tips que tu nous as passés. Avec joie, franchement, avec plaisir. Ça fait plaisir C'est un métier très solitaire, souvent. Enfin, quand on n'est pas avec un binôme, ça arrive aussi. En ce moment, je suis dans une petite phase comme ça où j'enquille des trucs. Un de mes co-auteurs est plus à Paris, donc ça me fait trop plaisir de vous voir, de voir des gens. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Eh ben merci. Et j'en profite pour vous remercier, vous qui avez écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve dans 15 jours. On a pris un petit peu cette habitude maintenant avec Maxence. Au départ, quand on a lancé le podcast, on savait pas vraiment quelle allait être la régularité. On savait que c'était à peu près tous les 15 jours. Mais voilà, on s'est fixé maintenant sur le mercredi à 7h du matin, tous les 15 jours pour un nouvel épisode. Nos prochains invités sont déjà calés. Vraiment des noms super chouettes. Vous pourrez les découvrir si vous nous suivez sur Tipeee ou Patreon. Vous l'avez toujours en exclusivité 7 jours avant, et puis pendant qu'on fait les enregistrements, on communique aussi dessus. Donc voilà, merci à tous de nous suivre, et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Séquence. À bientôt. Salut.